Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce 12-13 sur la RTGI. Voici les grands titres. Ce 3 décembre est la journée consacrée aux personnes vivant avec handicap, même si en RDC, ces dernières rencontrent des difficultés qui bloquent leur épanouissement. L'humanité célèbre cette journée sous le thème développement durable, la promesse de la technologie. Attaque à main armée le mardi à l'ISP Gombe. Le bilan fait état d'un blessé par balle. Les étudiants en colère sont allés déposer un mémorandum au ministère de l'Intérieur et Sécurité. Et enfin, la dynamique pour la lutte contre la pensée néocoloniale dit non à Human Rights Watch avec son dernier rapport accusant la police nationale congolaise d'exécution sommaire lors de l'opération Likofi. La DLPNC a organisé une marche de colère à laquelle a pris part le Congrès national congolais. Bienvenue à ce 12-13. L'humanité célèbre ce mercredi 3 décembre la journée internationale des personnes vivant avec handicap, placée sous le thème développement durable, la promesse de la technologie. En République démocratique du Congo, cette catégorie sociale connaît plusieurs difficultés qui entravent son épanouissement. Abdoul Soko nous en parle dans son reportage. L'Assemblée générale de l'ONU a proclamé par sa résolution 47-13 du 14 octobre 1992, le 3 décembre est la journée internationale des personnes vivant avec handicap. Objectif, mobiliser le soutien de la communauté internationale aux problèmes critiques relatifs La Journée internationale des personnes vivant avec handicap 2014 propose une réflexion sur la question de la technologie pour l'amélioration de la participation de ces personnes dans le programme de développement d'ici 2015. En République démocratique du Congo, cette journée est placée sous le thème « Ensemble, éliminons les obstacles et ouvrons la voie à une société ouverte à tous ». Les organisations qui encadrent cette catégorie sociale indiquent qu'elle connaît plusieurs difficultés qui entravent son épanouissement. En d'autres termes, plusieurs personnes vivant avec handicap sont victimes de stigmatisation au niveau familial. Je voulais annoncer au sommaire, l'Institut supérieur pédagogique ISP Gombe a été victime d'une attaque des hommes armés dans notre mot identifié le mardi 2 décembre vers 1h du matin. Le bilan fait état d'un blessé par balle, une situation qui a provoqué la manifestation des étudiants qui ont déposé un mémorandum auprès du ministre de l'Intérieur, Léontine Kazamouadi Piretioa et Yannick Bilamou. D'après les témoignages de la communauté estudiantine, les hommes armés se sont introduits au campus de l'ISP Gombe vers 1h. Ils ont ouvert le feu quand le chef de la garde les a interceptés et s'est opposé à leur entrée. Cette nuit, vers 1h du matin, des éléments en uniforme et armés sont entrés ici à l'ISP. Ils ont cherché à maîtriser la garde universitaire qui a passé la nuit ici. Et la garde, en cherchant à se sauver, un d'entre eux, donc le chef d'équipe, a été grièvement blessé au niveau de l'épaule et il est aux urgences en Ngaliema. Face à cette situation qui est devenue répétitive, les étudiants ont manifesté leur ras-le-bol. Ils ont déposé un mémo auprès du ministre de l'Intérieur qui a promis de renforcer la sécurité à cet institut supérieur. Ça, c'est la énième fois qu'on vient nous visiter par des gens bien armés la nuit. Vers 1h du matin, il y a eu des coups de balle. On se prépare pour aller se présenter au ministère de l'Intérieur. Voilà, monsieur Mouyège. Quant aux autorités de l'ISP, ils ont appelé les études à reprendre les cours dès demain. Et aux autorités de la police de plus s'impliquer pour la sécurité de cet institut supérieur. Nous voulons que le gouvernement puisse sécuriser le site de l'ISP Gombe. D'abord, nous avons affaire à des filles. Les filles qui sont hommes, elles sont déjà très terrorisées. Donc nous voudrions qu'on nous installe ici une tente de la police. Aujourd'hui, c'est difficile de donner cours, mais demain, les cours vont reprendre normalement. Signalons qu'en un mois, l'ISP Gombe a connu 4 attaques des hommes armés.
Et le rapport de l'ONG américaine Human Rights Watch du 7 novembre dernier sur l'opération Likofi continue à enregistrer des réactions. La dernière réaction en date contre ce document est de la dynamique pour la pensée néocoloniale qui a dit non à Human Rights Watch et de ce fait soutenu la police nationale congolaise à travers une marche. Richard Chapkonengele et Ben Mondou en fait partie. C'est une mobilisation d'une grande partie de la population quinoise dans les artères pour dire non au phénomène Kuluna et dénoncer le rapport de l'ONG Human Rights Watch du 17 novembre dernier qui incrimine la police nationale congolaise de Kinshasa qui a exécuté l'opération Likofi. La dynamique pour la lutte contre la pensée néocoloniale en collaboration avec le collectif de 104 ONG membres de la société civile a voulu à travers cette marche, partie du rond-point de Zuilerie jusqu'au terrain Mamayemo dans la commune de la Gombe, soutenir la police nationale congolaise pour les efforts qu'elle déploie en vue de sécuriser les personnes et leurs biens. D'où le slogan « Touche pas à ma police », un message clair envoyé à l'ONG américaine. La dynamique pour la lutte contre la pensée néocoloniale recommande à Human Rights Watch et à ses semblables de 1. Respecter en toutes circonstances la souveraineté de la République démocratique du Congo. S'abstenir de distraire l'opinion publique en alimentant le Congo bashing sur les bases très approximatives. 3. Manifester un minimum de solidarité pour les victimes des bandes de criminels dits Kuluna. Faire plus, 4 enfin, faire plus, faire mieux et faire plus vite en faveur de la consolidation des acquis de la paix, de la démocratie et du développement de la République démocratique du Congo, au lieu de chercher à opposer le peuple congolais à lui-même. Soulignons que l'initiative de la dynamique de la lutte contre la pensée néocoloniale a été soutenue aussi par d'autres structures et partis politiques de la majorité présidentielle. Le Congrès national congolais dit non au phénomène Kuluna et oui à l'opération Likofi 3. Ces déclarations ont été faites par le militantes et militants de ce parti de gauche qui a pris part active à la marche pour soutenir la police nationale congolaise contre les allégations de l'ONG Human Rights Watch, Zéoli Tomake et Ben Mondo. Au nombre de Quinois qui ont pris part à la marche de protestation contre la déclaration de l'ONG Human Rights Watch, ce mardi figure le Congrès national congolais. Ce parti cher au député national Pius Mwabilou Mbayou Moukala est descendu sur le terrain pour soutenir la police nationale congolaise pour le travail abattu lors de l'opération Likofi. Parti de son siège à Limete, le bus transportant les militantes et militants du Congrès national congolais est allé rejoindre d'autres Quinois au rond-point des Huileries où a démarré la marche jusqu'au terrain de l'hôpital général de Kinshasa, où un mémorandum a été lu devant différentes ONG et partis politiques. Les colonaires ont tué nos parents, ont tué nos mamans. Moi-même qui vous parle, j'ai été victime. Beaucoup de gens ont trouvé la mort. Nous étions en train de vivre sous la peur de Kuluna. Aujourd'hui, le commandant de la police provinciale de la police de la ville de Kinshasa a fourni beaucoup d'efforts pour éradiquer le Kuluna au niveau de Kinshasa. Alors, l'ONG des droits de l'homme, Human Rights Watch, a fait une déclaration soit en disant que non, le phénomène Kuluna n'était pas pour le bien-être de la population congolaise. C'est pourquoi nous, les Quinois, principalement nous, la population de Quinois particulièrement, nous sommes indignés de cette déclaration de Human Rights Watch. C'est une fausse déclaration. Ce sont des gens qui viennent ici dans notre pays, ils restent là-bas à Gombe. Ils ne descendent même pas à Kimbateke, même pas à Kintsuka, même pas à Mboudi, même pas à Kingaboa, même pas à Mombele. Ils ne connaissent même pas la réalité de Kinshasa. Après, ils vont faire les rapports au niveau des Nations Unies pour déstabiliser notre pays. Alors, ils sont contents quand les colonels nous tuent. Où est le droit de l'homme quand les colonels tuent les Congolais? Pour ces militantes et militants du CNC, la police nationale congolaise n'a fait que son travail de sécuriser la population et c'est bien. Le Congrès national congolais dit non au phénomène Kuluna et dit oui à l'opération Likofi 3, faisant ainsi échec aux impérialistes qui ne veulent pas que le Congo demeure un pays fréquentable et qui use de mensonges pour décrédibiliser le Congo.
Nous reviendrons à la deuxième partie de ce journal avec l'entretien qu'a eu Patrick Pelozanetti à 19h sur son plateau avec le porte-parole adjoint du Congrès national congolais, Harold Bellarmé et Badi Banga. Les vendeurs des marchés de la ville de Kinshasa sont descendus dans la rue le mardi. Ils s'insurgent contre le non-respect des textes interdisant aux expatriés d'exercer le petit commerce ainsi que la perception de certaines taxes jugées illégales. Un reportage de Lionel Kioni et Yannick Bilamou. Les commerçants des différents marchés de la ville de Kinshasa ont répondu à l'alerte lancée récemment par le syndicat national des vendeurs du Congo. Appuyés par leur syndicat, ces petits commerçants ont exprimé leur mécontentement sur la pratique du petit commerce par des commerçants chinois et indiens. Ceux-ci ont envahi le secteur des petits commerces, ce qui met en difficulté les activités lucratives des nationaux. Ensemble avec leurs syndicats, les manifestants se sont dirigés au Palais du Peuple en vue de déposer leur mémorandum. Le président du syndicat des vendeurs s'est expliqué après le dépôt de ce document au bureau de l'Assemblée nationale. Les vendeurs du Congo avaient confirmé la marche pour aujourd'hui. Tant que nous étions déterminés à venir ici au Palais du Peuple pour déposer notre mémorandum, l'un au président de l'Assemblée nationale et l'autre au président du Sénat, nous l'avons fait. La loi particulière a été promulguée depuis 1973. Il aurait fallu attendre l'arrivée du ministre Nemoyato pour la signature de l'arrêté portant mesures d'exécution du décret 011/37. Et le ministre a signé aussi un arrêté 020 qui doit être appliqué. Le problème, c'est quoi? Ce sont les entités territoriales décentralisées, des fois, qui n'appliquent pas les décisions prises par le pouvoir central pour évacuer les vendeurs qui ont des tables d'étalage dans les marchés. Le syndicat national des vendeurs du Congo remercie tous les vendeurs qui sont dans les marchés et tous les opérateurs économiques qui ont des boutiques, des pharmacies, des quincailleries, qui ont respecté les mots d'ordre, qui n'ont pas étalé leurs marchés. Nous leur remercions. Outre la question des petits commerces, les commerçants exigent le départ du comité de gestion du marché de la Liberté. Nous avons au moins cité 9 revendications dont les petits commerces aux Congolais, les commerces de détail. Nous avons le commerçant qui vend de l'oufou au marché l'oufou du Bas-Congo qui paye la douane, qui ne nous satisfait pas parce que ce marché, ça se trouve au Congo, ici, il ne peut pas payer la douane. Ces manifestants demandent aussi la modernisation des différents marchés de la capitale congolaise. Tout à fait autre chose. 200 avocats du barreau de Kinshasa Matete prennent part à la formation sur le droit au WADA organisée par le barreau de Kinshasa Matete. Cette formation a pour objectif d'obtenir l'adhésion des avocats pour se mettre au même diapason dans la pratique professionnelle du droit issu de l'OADA. Pierre-Etienne Amouteba et Ben Mondo. Merci beaucoup. Dans le souci de parler le nouveau langage du juriste d'affaires en particulier, du juriste en général, le barreau de Kinshasa Matete vient encore une fois de plus de s'investir en collaboration avec l'unité de gestion de programme d'aide au commerce et la Commission nationale au WADA pour obtenir une deuxième session de formation sur le droit au WADA. Au total, 200 avocats de ce barreau prennent part à cette formation avec comme objectif d'adhérer et de se mettre au diapason dans la pratique professionnelle du droit issu de l'OADA. Le bâtonnier Koko Kayoudi, qui a ouvert ses assises, a demandé à ses confrères de s'approprier cette formation pour bien exercer le ministère qui est les leurs. Mon vœu serait effectivement que tous les confrères qui ont pris inscription à cette session de formation suivent la session entièrement et tous les jours. Et je serai heureux donc le 15 de prononcer le mot de clôture de cette session en décernant bien sûr les brevets de participation à chacune et à chacun d'entre vous. Très dévoués, les participants expliquent ici l'importance du droit des affaires. La RDC a adhéré à l'OADA, c'est un droit nouveau. Il doit être vulgarisé pour être connu de tous. C'est vrai que dans notre milieu de juristes, nous devons appréhender les subtilités de ces droits nouveaux. C'est ainsi que nous participons aujourd'hui à cette formation. Ça va nous apporter un plus dans notre pratique en tant que juriste, en tant qu'avocat. C'est une formation intense qui va s'étendre jusqu'au 15 décembre prochain.
Le rapport de la commission paritaire PAJ et sociale culturelle relative au projet de loi sur les baux à loyer non professionnels déclarés recevables par les députés nationaux réunis en séance plénière. Une loi qui va réglementer les relations et contrats entre les bailleurs et locataires en République démocratique du Congo. Nous vous laissons suivre le député national Fidèle Kingombayi qui explique l'importance de disposer d'une telle arsenal juridique. Il est au micro de Martin Kayembe et Sylvain Bété. La loi que nous venons de voter, c'est son rapport avec les réformes que nous devons avoir. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui fixent les taux de loyer à volonté. Ils ne tiennent pas compte du nombre de mois à fixer par rapport aux garanties, par exemple. Et que ce soit des taux au niveau non professionnel, que ce soit des édifices commerciaux. Raison pour laquelle le Parlement réglemente pour que désormais, que plus jamais les choses se fassent comme cela se faisait jusqu'hier, pour que chaque citoyen qui veut avoir son loyer soit en mesure de savoir qu'il aura à avoir autant de mois de loyer et qu'il pourra payer jusqu'à la hauteur de telle fourchette d'un montant donné. Donc voilà en grosso modo ce que nous voulons faire pour réglementer le secteur loyer en République démocratique du Congo. Les officiels de la République démocratique du Congo ont raté un crash à Dakar. Parmi eux, le président de l'Assemblée nationale Obaminakou et le ministre des Affaires étrangères Raymond Chibanda. L'annonce a été faite par le rapporteur de la Chambre basse du Parlement, Ezadri Egouma. Suivez. Le président de l'Assemblée nationale, accompagné de 2 députés et du ministre des Affaires étrangères, a vu l'avion gouvernemental qui les transportait perdre vertigineusement l'altitude avant de constater qu'un hublot d'une fenêtre avait cédé, faisant aussi entrer en plein vol de l'air dans l'avion. Dieu étant le maître du temps et des circonstances, le pilote a quand même réussi, non sans difficulté, à faire atterrir l'avion à l'aéroport de Dakar. Qu'il en soit heureux. Il va finalement quitter Dakar via Paris par un vol régulier pour arriver à Kinshasa jeudi le 4 décembre 2014. Le 4e congrès de l'Union panafricaine de la jeunesse a été lancé par le président sud-africain Jacob Zuma. À l'issue de ses travaux, un nouveau comité de l'UPJ a été élu. C'est désormais la RDC par le biais de Francine Muyumba qui occupe la présidence de cette association des jeunes. Magui Mboukou Kambaba nous en parle. Panafricaine de la jeunesse, lancée par le président sud-africain Jacob Zuma, était consacrée aux ateliers et à l'élection du nouveau comité. Désormais, la présidence de cette structure sera occupée par la RDC par l'entremise de Francine Muyumba, coordonnatrice du Forum national de la jeunesse en RDC. Ces travaux ont permis aux jeunes de réfléchir sur les objectifs à atteindre pour l'UPJ. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Célestin Tundaya Kassende, qui a assisté à cette cérémonie, a remercié les congressistes au nom du gouvernement congolais. Au nom de la République démocratique du Congo, de son président, son Excellence Joseph Kabila Kabange, de son gouvernement, je voudrais très sincèrement féliciter et remercier tous les congressistes ici présents ce soir pour le vote positif en faveur de notre compatriote Francine Muyumba Foura. Francine Muyumba a salué l'appui du chef de l'État pour son élection. Avant tout propos, permettez que je remercie du haut de cette tribune, en premier lieu la République démocratique du Congo, particulièrement le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange et son gouvernement de m'avoir proposé à ce poste si important pour l'avenir de l'Afrique. La confiance que vous venez de me témoigner
au sein de la nouvelle équipe de l'Union panafricaine de la jeunesse montre l'attachement que vous portez aux valeurs, ambitions et projets que nous défendons tous. Par ma voix, l'ensemble de la nouvelle équipe tient à remercier tous les jeunes leaders africains pour leur participation massive à ces congrès et de nous avoir fait confiance. Soyez assurés que les engagements qui figurent dans nos projets pour atteindre nos ambitions ne resteront pas lettres mortes. Une soirée de gala a été offerte à tous les congressistes et au nouveau comité de l'Union panafricaine de la jeunesse. Et à l'occasion des 30 ans de l'Institut national pour la recherche biomédicale INERB, un congrès national est prévu du 4 au 6 décembre à Kinshasa. Le directeur général de l'INERB, qui l'a dit à la presse, a déclaré que son institution a une reconnaissance au niveau international en matière d'expertise sur Ebola. Les propos du professeur Mouyembe ont été recueillis par Sren Bouichimanga et Pedi Pereira. L'INERB, à sa création, a fonctionné comme simple laboratoire d'analyse en 1998. Et là, alors, nous avons donné un autre élan à l'Institut, qui est devenu en même temps un institut de recherche, en même temps un laboratoire national de santé publique chargé de la surveillance des maladies transmissibles. L'INERB s'est rajeuni, en même temps l'INERB a pris de l'âge. Parce que nous sommes parvenus donc à faire les transferts de technologies ici à l'INERB. Nous avons des machines, nous avons donc des techniques qu'on utilise aux États-Unis, au Japon et en Europe. Et la première chose que nous avons fait, c'est quoi? C'est d'abord former des techniciens de haut niveau. Et la plupart de nos techniciens ont suivi une formation très solide, n'est-ce pas, en Afrique du Sud, en Angleterre, en Belgique, en France, aux États-Unis. Justement, nous allons parler du dépistage volontaire qui est un moyen efficace pour lutter contre le VIH-Sida, surtout chez les jeunes. Ce message de l'ONG Parlons Sida aux communautés en collaboration avec le Centre Wallonie-Bruxelles a été lancé lundi lors de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Filamolongo-Nyalonga. Aux communautés en collaboration avec le Centre Wallonie-Bruxelles, l'handicap international et autres, les élèves, les professionnels des sexes et autres ont été exhortés sur la nécessité de se faire dépister volontairement. J'invite la population congolaise à se faire dépister car c'est très important. Au lieu de rester ignorant, vous devez connaître votre état sérologique car si vous connaissez votre état avant, eh bien, il y a lieu, n'est-ce pas, de vivre longtemps si vous êtes séropositif. Avec les antirétroviraux actuellement, eh bien, il y a lieu de vivre pendant longtemps. Les témoignages, les chants et danses, ainsi que d'autres activités de divertissement ont été au rendez-vous pour sensibiliser l'assistance. Pour rappel, cette année, la Journée mondiale de lutte contre le sida était célébrée sous le thème « Objectif zéro nouvelle infection avec ». Mesdames, Messieurs, voici les grands titres de ce 12-13. Les personnes vivant avec handicap ont célèbre donc ce 3 décembre la journée de leur consacrée, même si en RDC, ces dernières rencontrent des difficultés qui bloquent leur épanouissement. L'humanité célèbre cette journée sous le thème « Développement durable, la promesse de la technologie ». Attaque à main armée le mardi à l'ISP Gombe. Le bilan fait état d'un blessé par balle. Les étudiants en colère sont allés déposer un mémorandum au ministère de l'Intérieur et Sécurité. Et enfin, la dynamique pour la lutte contre la pensée néocoloniale dit non à Human Rights Watch avec son dernier rapport accusant la police nationale congolaise d'exécution sommaire lors de l'opération du Kofi. La DLPNS a organisé une marche de colère à laquelle a pris part le Congrès national congolais.
Mesdames, Messieurs, 12-13 se poursuit. On se retrouve après cette pause. De retour sur ce plateau pour parler de 8000 chrétiens venus de 4 coins de la RDC et du monde pour participer au jubilé d'or du martyr de la bienheureuse Anouarité Marie-Clémentine Nengapeta. Le cardinal Laurent Monsengo Passigna a célébré ce culte d'action de grâce en présence de la première dame de la RDC, Marie-Olive Lembe-Kabila à Isiro, dans la province orientale. Suzy Kibiromari était présente. Marie-Olive Lembe-Kabila à la tête d'une forte délégation des pèlerins venus de la capitale congolaise a honoré de sa présence la cérémonie du jubilé d'or du martyr de la bienheureuse Anouarité Clémentine Nengapeta. Au pied de l'avion, le gouverneur Jean Bamanissa et d'autres autorités l'attendaient à l'aérodrome d'Isiro. Marie-Olive Lembe-Kabila a été escortée jusqu'au quartier Raquette à l'ancien aérodrome d'Isiro. Sur place, l'épouse de Joseph Kabila Kabange a reçu les bénédictions du cardinal Monsengo, entouré de plusieurs évêques, prêtres et autres corps ecclésiastiques. Installée à côté de sa mère, la première dame a suivi la liturgie. Pour l'officiant du jour, la dévotion de la bienheureuse Anouarité Marie-Clémentine Nengapeta. Marquée par la fidélité, l'amour et la foi en Dieu, ces qualités doivent servir d'exemple pour tous les chrétiens pour pérenniser la paix acquise en RDC. Dans une ambiance de fête, les chrétiens fiers de la présence de l'épouse de Joseph Kabila Kabange à cette célébration ont autour de sa mère, Léonie Kassembe, exhibé quelques pas de danse pour manifester leur joie en ce jour de jubilé de la bienheureuse Anouarité Nengapeta. Cette célébration eucharistique a également permis aux notables de la province, députés nationaux et provinciaux, ministres provinciaux, personnalités politiques et administratives, de se joindre au diocèse d'Isiro-Niagara en apportant leur contribution. L'évêque du diocèse de Niagara, qui a remercié Marie-Olive Lembe-Kabila pour sa contribution à cet événement du jubilé du martyr de la bienheureuse Anouarité, a également lancé les trentenaires de la béatification de cette sœur qui fait la dignité des Congolais. Quelles que soient les difficultés, je garderai ma foi en tant que catholique. Ces propos sont de Marie-Olive Lembe-Kabila, première dame de la République démocratique du Congo, à l'occasion de la célébration du cinquantenaire du martyr de la bienheureuse Anouarité Nengapeta. Sur les pas de cette servante du Seigneur, Marie-Olive Lembe-Kabila a invité les Congolais à rester fidèles à leur engagement. Suivez les propos de la première dame au micro de Suzy Kibiromari. Anouarité Nengapeta constitue un modèle universel. Quant à moi, derrière les pas exemplaires d'Anouarité Nengapeta, je garderai ma foi catholique, peu importe les épreuves rencontrées sur les chemins de ma vie spirituelle. Je ne saurais terminer mon adresse sans pour autant remercier, féliciter très chaleureusement, très honnêtement la famille biologique de Marie-Clémentine Anouarité Nengapeta qui nous a donné cette fille d'une si grande valeur. Ce serait une faute de ma part d'oublier de transmettre les salutations de votre cher papa, notre président de la République démocratique du Congo, que je représente valablement en tant que sa moitié. Parlons du stade Kachalabunzola Mbujimayi, dont les travaux de construction touchent à leur fin, a reçu récemment sa pelouse synthétique réceptionnée par le gouverneur du Kasaï oriental, Alphonse Ngoï Kassongi. Cette pelouse a réjoui les fans du football qui ont envahi les stades en construction. Reportage.
Comme annoncé depuis quelques jours, la pelouse synthétique du stade Kashala-Bondola est arrivée à Mbuji-Mayi ce week-end. Après réception au pont Loubilangi, le gouverneur du Kasaï oriental et sa population ont fait le tour d'honneur jusqu'au chantier de ce stade moderne où sont gardés ces tapis verts en attendant la pause. Au total, 2 pelouses synthétiques ont été commandées par Alphonse Goïka-Sonji, dont l'une pour le stade Kashala-Bondola en construction et l'autre pour un stade de Mbuji-Mayi à déterminer. Les supporters de l'AS Bontou, Sangabalende, FC Océan Pacifique et autres sympathisants ont envahi les abords du stade Kashala-Bondola, dont la fin des travaux s'annonce déjà à la grande satisfaction des fans du foot. La joie est grande parce que quand vous promettez une chose et que ça s'accomplit, vous voyez, cela doit faire notre joie. Aujourd'hui, on a la pelouse synthétique. On n'en a pas pour un seul terrain, on a 2 pelouses. Ou 2 terrains. Donc ça veut dire on aura un terrain d'entraînement, on aura un terrain de compétition. Donc voilà, le peuple escassanien qui voyait la pelouse synthétique à travers les images, et, qui voyait ça seulement à Lubumbashi, à Kinshasa, aujourd'hui, elle a touché de ses doigts cette pelouse synthétique ici en Mbuji-Mayi. Je commencerai par remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, et tous ceux qui m'accompagnent dans cette démarche pour la modernisation de notre province. Le gouverneur du Kasaï oriental a aussi annoncé que les chaises, les treillis, la toiture et toute autre commande sont déjà arrivées à Kasumbalesa dans le Katanga. Alphonse Ngoïka-Sonji a confirmé que les travaux du stade Kashala-Bondola en Mbuji-Mayi prendront fin dans le délai. Remise le mardi du trophée Longo Nyamaman à la directrice générale de la réserve stratégique générale. Ce prix qu'Ndonamaranti Tawakenge dédie au chef de l'État Joseph Kabila lui est décerné en fonction de son implication très visible dans l'amélioration du social de Congolais. José Olitomaki, Chimskapangala. Le prix Longo Nyamama a été décerné à la directrice générale de la réserve stratégique générale pour son implication dans l'amélioration du social des Congolais, volet de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Ayant reçu ce trophée en son nom, Madame Liliane Nwaka est venue le remettre officiellement à Ndonamaranti Tawakenge en présence de quelques-uns de ses collaborateurs. La directrice générale de la réserve stratégique générale qui dédie ce trophée au chef de l'État Joseph Kabila Kabange, initiateur de la révolution de la modernité et soucieux du bien-être des Congolais. Et soucieux du bien-être des Congolais avant de féliciter d'autres dames qui ont mérité la confiance de l'ONG Longo Nyamaman et d'inviter d'autres femmes à travailler davantage pour le bien des Congolais. Celui qu'il faut remercier tout d'abord, c'est le chef de l'État Joseph Kabila, qui a bien voulu me mettre à la tête de cette structure, la réserve stratégique générale. Et la réserve stratégique générale, comme vous le savez, dépend du chef de l'État, Joseph Kabila. Et la réserve stratégique ne peut qu'appuyer, n'est-ce pas, disons, ces directives de l'amélioration du social du peuple congolais. Le travail que je fais, si je n'étais pas à la tête de la réserve stratégique, je ne pourrais pas le faire. Donc tout d'abord, il faut commencer par remercier le président de la République qui a daigné me mettre à la tête de la réserve stratégique générale. Ndonasi Tawakenge, bon élève de Joseph Kabila Kabange, n'entend pas baisser les bras car préoccupé par l'amélioration du social des Congolais, cheval de bataille du président de la République. Mesdames et messieurs, l'actualité se poursuit dans ce 12-13. On se retrouve juste après cette pause. De retour sur ce plateau de 12-13, en page internationale, le président des États-Unis d'Amérique, Barack Obama, descend devant le Congrès pour le déblocage d'un fonds de 6 milliards de dollars américains en faveur des pays africains qui sont touchés par la maladie d'Ebola. Nous commentons cette actualité avec Mélisse Boassi, journaliste à la RTGA. Bonjour Mélisse. Bonjour Esther. Barack Obama a plaidé donc, comme je voulais le dire, pour 6 milliards de dollars américains. Pourquoi un si gros chiffre pour cette maladie ? Peut-être un cadeau de Noël, on pourrait le dire, pour le pays touché par le virus à Ebola. Mais il fallait le faire, 6 milliards de dollars, un gros chiffre face à cette situation de la maladie à Ebola. Cette maladie qui a tué autant de personnes. Selon le dernier rapport de l'OMS, on parle de plus de 6070 morts sur un total de 17 100
645 personnes infectées. Et face à cette situation, Barack Obama a plaidé pour 6 milliards de dollars afin qu'on lutte contre la maladie d'Ebola et en plus pour gérer le risque de la propagation de cette maladie. Mais est-ce que Obama le fait parce qu'il a des origines africaine ou pour juste démontrer le côté bienfaiteur de la grande puissance américaine? Il le fait parce qu'il est président des États-Unis. Les États-Unis restent la plus grande puissance mondiale. Ebola a été au centre de plusieurs rencontres, que ce soit sur le plan continental et même sur le plan international. L'Union africaine en a parlé dans plusieurs rencontres de pays africains et dernièrement même au sommet de la francophonie à Dakar, on a évoqué le problème d'Ebola et les États-Unis ne pouvait pas rester silencieux. Le président Obama a défendu cette cause en tant que président des États-Unis et non parce qu'il a des origines forcément des origines africaines. Il le fait parce qu'il est l'autorité suprême d'un pays qui reste la plus grande puissance. Et face à cette situation humanitaire, cette situation liée à la santé, et c'est pourquoi Barack Obama a défendu la cause. Mais quelle garantie ont les États-Unis d'Amérique à la bonne gestion de ce fonds, tout en sachant que les pays bénéficiaires ne sont pas les moins corrompus d'Afrique? Généralement, ce n'est pas d'abord la première fois pour les États-Unis d'apporter une contribution financière face à une situation quelconque. Et généralement, lorsque un pays ou une institution donne une somme quelconque à un autre pays qui est touché par une situation, que ce soit liée à la santé, une situation que ce soit liée à l'environnement, et cette somme n'est jamais donnée par les autorités du pays directement. C'est géré souvent par des organisations non gouvernementales, par des bureaux de coordination. 6 milliards de dollars que les États-Unis vont donner ne seront pas donnés par le président du Libéria ou de Sierra Leone ou de Guinée. Ça va passer par plusieurs organisations et les États-Unis auront un œil là-dessus sur la gérance et sur le programme. Ce ne sont pas les présidents de ces pays africains qui vont recevoir de l'argent de la main. Ça passera par les organismes qui gèrent la santé dans ces différents pays. Justement, ça passera par des organismes parce que, vous l'avez bien dit, ces pays sont cités parmi les pays les plus corrompus. Et pour rappel même, il y a des gens qui profitent des occasions, souvent des situations liées à la santé, des situations humanitaires, pour se taper de l'argent. Les États-Unis, qui ont une grande expérience en matière de contribution face à des situations dans le monde, va passer sûrement par des organisations pour que ce programme de lutte contre Ebola soit réalisé. Merci Mélisse Boassi pour toutes ces informations. Merci Esther Pezo. Mesdames, Messieurs, nous vous laissons maintenant suivre l'entretien qu'a eu hier Patrick Pezonetti sur son plateau de 19h avec le porte-parole adjoint du Congrès national congolais, Harold Bellarmé Badibanga. Suivez. L'actualité, ça se poursuit sur ces plateaux avec maintenant Harold Bellarmé Badibanga, délégué national en charge des médias, presse, communication et porte-parole adjoint du Congrès national congolais. Bonsoir. Bonsoir Patrick Pezo, bonsoir. Alors vous avez soutenu la marche organisée contre Human Rights Watch. Comment ça s'est passé? Ça s'est tellement bien déroulé que nous avons compris que le peuple congolais est passé d'un état bébé à un état responsable, c'est-à-dire que l'époque où il était dupe est largement passé parce que nous avons compris que l'organisation a été ralliée par beaucoup de formations politiques comme le Congrès national congolais, dont les militantes et militants se sont réveillés de bon matin pour accompagner cette action patriotique pour faire comprendre aux uns et aux autres que le pays est en danger. Le pays est en danger dans la mesure où au Congrès national congolais, nous avons constaté avec émoi le fait que lorsque l'insécurité battait son plein à Kinshasa, les mêmes organisations internationales, Human Rights Watch et ses corollaires et ses tentacules, pour ne pas les citer, avaient fait une campagne de sape au niveau de la communauté internationale, Patrick Pezo, pour dire que la République démocratique du Congo est un pays infréquentable, donc on ne peut pas y investir. Aujourd'hui que la police nationale congolaise a compris, comme par le passé, que la sécurité des personnes et de leurs biens, et même des investisseurs et des étrangers ayant élu domicile
ici en République démocratique du Congo est une priorité et qu'il faille mettre fin au vandalisme urbain, comme la communauté internationale elle-même est en train de combattre le phénomène Boko Haram et tous les mouvements terroristes, on ne manque pas des stratégies pour chercher de pousser sur la tête des Congolais. C'est ainsi que les images étaient claires. Les militantes et militants du Congrès national congolais se sont ligués pour faire échec à ce projet macabre et machiavélique sur lequel repose l'impérialisme. Alors, vous allez donc soutenir cette marche, vous êtes rallié à cette organisation. Alors que les organisateurs sont de la société civile, on voit les partis politiques venir se rallier. Est-ce qu'il y a une main politique derrière cette organisation? Non, nous avons toujours dit au Congrès national congolais que ce pays nous appartient à tous. Nous y avons les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et le camarade président national du Congrès national congolais, l'honorable Pius Mwabilou, nous a toujours dit que partout où l'on parle de la République démocratique du Congo, nous devons nous y retrouver. Quoi de plus normal qu'une initiative salvatrice pour la République démocratique du Congo soit saluée par le Congrès national congolais qui, vous l'avez vu, s'est mobilisé pour faire comprendre que la décision, la position de ses compatriotes, c'est la position de la quasi-totalité, pourquoi pas de la totalité du peuple congolais. Vous n'avez qu'à faire un petit tour de manière spirituelle pour comprendre que les véritables bavures des droits de l'homme ne se passent pas en République démocratique du Congo. Ça se passe plutôt ailleurs. Je vais citer en passant ici la torture qui se passe à merveille aux États-Unis d'Amérique, dans la célèbre prison international. Vous n'avez qu'à voir en Guantanamo, bien sûr, vous n'avez qu'à voir la manière dont Mohamed Merah, ce franco-algérien, a été assassiné devant les caméras en France alors qu'il était en train de se rendre. Human Rights Watch, même d'autres organisations internationales n'ont pas su lever un petit doigt. Mais en République démocratique du Congo, l'engouement que vous avez vu, non seulement des militants du Congrès national congolais, mais d'autres compatriotes qui ont compris qu'ils ont crié à haut et à sang le fait que l'insécurité battait son plein et qu'aujourd'hui, ils ont d'une manière ou d'une autre non seulement retrouvé la paix, mais ils réclament le fait que l'ICOFI 3 recommence. Mais les ennemis de la République se réveillent un matin pour dire que cela ne devrait pas continuer. Qui ne sait pas plutôt, Patrick Mpezo, à Kinshasa, les femmes enceintes allant dans des maternités pour donner naissance ont été éventrées par les Kuluna, qui ne sait pas que l'on ne pouvait pas se promener avec un petit billet de 100 francs congolais dans la poche sur Victoire ou avec un téléphone pour être ramassé par ces vandalistes et dépouillé de tout sauf de rien. C'est ce que vous dites toujours, hein. Mais quand vous allez soutenir une marche contre une organisation telle que Human Rights Watch, cela veut-il dire que le Congrès national congolais fait la promotion de l'impunité ou soutient la vendetta en RDC? Jamais. Le Congrès national congolais place l'homme au centre du tout. Plaçant l'homme au centre du tout, c'est que nous ne fonctionnons que pour le bien de l'homme et particulièrement du Congolais, étant donné que nous sommes un parti politique de droit congolais. Et maintenant, nous n'avons qu'à poser la question de savoir entre la position de Human Rights Watch et la position du peuple congolais que nous avons vu réclamer ici avec la participation des militants du Congrès national congolais qui l'emporte. C'est-à-dire, allons sur la place Victoire, organisons une sorte de sondage pour savoir si c'est Human Rights Watch qui a raison ou si c'est le Congrès national congolais. Nous n'encourageons pas. Parce que cette opération de l'ICOFI a eu une forte adhésion de la population, on doit maintenant laisser la police tuer sans jugement. Cher ami, heureusement que c'est ça le discours de l'impérialiste. La police congolaise n'a pas tué comme on veut le faire croire. Nous avons toujours dit Salus Populi Suprema Lege, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Il n'y a pas eu tuerie, il n'y a pas eu assassinat. Bien au contraire, c'est un secret des polichinelles. Tout le monde sait que les vandalistes, les Kuluna comme on les appelle, ont tué à Kinshasa. Et lorsque la police nationale congolaise a été dotée de la mission spéciale de maîtriser, c'est hors la loi, c'est connu,
la police nationale a eu face à une résistance mortelle. Mais ne dit-on pas en droit qu'il existe ce qu'on appelle la légitime défense? Preuve, lorsque les Kuluna qui se sont rendus compte que l'autorité de l'État existe dans ce pays, se sont rendus, ils se sont retrouvés à Makala pour être jugés en bonne et due forme. Preuve, Lambert Mende Omalanga, ministre de la Communication et des Médias, en a présenté quelques-uns qui, selon le fameux rapport mensonger de Human Rights Watch, étaient assassinés et ni Human Rights Watch, ni ses corollaires, ni la République démocratique du Congo en termes de gouvernement n'avaient des traces de ces gens. Ce qui prouve que c'est... C'était donc là l'entretien entre Harold Bellarmé Badibanga, porte-parole adjoint du Congrès national congolais, qui a pris part à la marche qu'a organisé cette dynamique contre le rapport de Human Rights Watch. Mesdames, Messieurs, voici donc les grandes lignes de l'actualité de ce 12-13. Ce 3 décembre est la journée consacrée aux personnes vivant avec handicap, même si en RDC, ces dernières rencontrent des difficultés qui bloquent leur épanouissement. L'humanité célèbre cette journée sous le thème développement durable, la promesse de la technologie. Attaque à main armée le mardi à l'ISP Gombe. Le bilan fait état d'un blessé par balle. Les étudiants en colère sont allés déposer un mémorandum au ministère de l'Intérieur et de Sécurité. Enfin, vous avez suivi la dynamique pour la lutte contre la pensée néocoloniale qui a dit non à Human Rights Watch avec son dernier rapport accusant la police d'exécution sommaire lors de l'opération Likofi. La DLPNS a organisé une marche de colère à laquelle a pris part le Congrès national. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 12-13. Merci de nous avoir suivis et merci de rester fidèles au programme de la RTG Awood. Au revoir.